La dernière fois, je vous ai posé le défilé 3 qui posait la question suivante. 2 étoiles tournent l'une autour de l'autre, une étoile explose. Que se passe-t-il? Je vous invite à mettre pause et à y réfléchir, voire à fermer cette fenêtre et prendre vraiment le temps de la réflexion pendant un jour ou deux. Puis regardez cette vidéo ensuite. Alors, je vous avais bien dit de traiter la question dans le cadre de la théorie newtonienne, mais il y a quand même des petits malins parmi vous comme Tikal, Iman, Mofakami, Marjorie, Edges et Chappie Chapox qui ont sorti un argument relativiste en disant que rien ne peut aller plus vite que la lumière. Du coup, si une des deux étoiles disparaît, alors l'autre ne le saura pas tout de suite. Alors je sais d'où vient cette idée, c'est une vulgarisation extrêmement classique qui consiste à faire cette expérience de pensée sur laquelle le soleil disparaît, est-ce que la Terre est affecté par ce changement immédiatement. Brian Greene utilise d'ailleurs cette image dans The Elegant Universe pour justifier le fait que la théorie de Newton est incomplète et qu'il fallait une nouvelle théorie de la gravité. Sauf que c'est faux. Et oui, on est parti pour un énième debunking d'une vulgarisation classique de la relativité générale. Le problème de base, c'est que la conservation de l'énergie en tout point de l'espace-temps est quelque chose d'encodé fondamentalement dans l'équation d'Einstein. Vous vous souvenez, je vous avais dit très rapidement, ce que l'on entend par là, c'est que les combinaisons linéaires du tenseur d'Einstein et du tenseur métrique sont les seuls tenseurs de valence 2 faits de dérivées au plus seconde du tenseur métrique à être de quadridivergence nulle. Et en particulier, ce que ça veut dire, c'est que bon, si vous imaginez que le temps passe vers le haut et qu'il y a de l'énergie qui arrive en un point de l'espace-temps, et bien cette énergie doit ressortir vers le futur. Donc la conservation locale de l'énergie est encodée fondamentalement dans les équations d'Einstein. Du coup, il est impossible de faire disparaître le soleil d'un coup de baguette magique. Et donc là, je parle d'énergie, mais la matière c'est uniquement une concentration d'énergie, comme j'en ai parlé dans l'épisode 6. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si une étoile explose, eh bien, la matière qui s'en va de cette étoile ne peut s'en aller qu'à la vitesse de la lumière au maximum. Et en fait, ce n'est qu'au moment que cette matière qui s'en va de l'étoile, ces débris de l'étoile, ce n'est qu'au moment où ces débris atteignent la Terre et la dépassent que la courbure de l'espace-temps au niveau de la Terre va être modifiée. Alors derrière ce que je viens de dire, en fait, il y a le théorème de Gauss dans le cadre de la mécanique newtonienne, qui est un équivalent relativiste, qui est le théorème de Birkhoff, qui dit que la force de gravité ou la courbure de l'espace-temps en un point, dans une symétrie sphérique, n'est déterminée que par la quantité de matière à l'intérieur de la boule de la symétrie sphérique qui atteint le niveau de la Terre. Donc tant que cette matière-là de l'étoile n'a pas dépassé la Terre ne sait rien, ne sent rien, que ce soit en termes de force, de champ de pesanteur ou en termes de courbure de l'espace-temps. Mais juste pour enfoncer le clou, je vous rappelle aussi que dans la théorie einsteinienne, et il y a un équivalent newtonien qui est plus difficile à expliquer pour le coup, le fait localement au niveau de la Terre que l'étoile ait explosé ou non ne change rien à la direction qu'on prend dans l'espace-temps, puisque de toute façon on va tout droit. C'est ce dont j'avais pas mal parlé dans les commentaires de l'épisode 17 que je vous invite à revoir. Bref, avançons dans les commentaires et passons aux commentaires de Thomas Trusch qui nous amène dans le domaine de l'astrophysique en nous faisant la remarque que l'étoile qui explose deviendra une super géante. Oui, enfin... Oui, pour notre soleil. Ça dépend de la taille de l'étoile. Comme l'explique très bien Sébastien Carassou dans ce super épisode de Sense of Wonder, le soleil dans 5 milliards d'années va grossir et grossir et devenir une géante rouge, carbonisera d'ailleurs la Terre. Et puis ensuite, dans 8 milliards d'années, le soleil va exploser en une nébuleuse planétaire en laissant derrière elle un cadavre d'étoile que l'on appelle une naine blanche. Mais allez voir la vidéo de Sense of Wonder, il explique beaucoup mieux que ce que je ne pourrais. Alors ça c'est pour le soleil, mais j'ai rien dit sur les étoiles en question, et ça aurait très bien pu être un autre type d'étoile beaucoup plus massif par exemple que le soleil, et si l'étoile en question est 10 fois plus massive que le soleil, elle ferait vraiment une super explosion qu'on appelle une supernova. Et ça tombe bien puisque c'est le deuxième épisode du Sense of Wonder. Dans ce cas, la matière va aller très vite s'éloigner de l'étoile à une vitesse très proche de celle de la lumière. Et encore une fois, il va rester un cadavre après cette explosion, qui peut être soit une étoile à neutrons, soit un trou noir, enfin des trucs ultra denses. Où iront les débris de l'explosion de l'étoile? C'est la question qu'ont choisi d'adresser Knox Clark, Le Double et Pierre Lacombe. Alors Knox Clark a essayé de distinguer différentes violences de l'explosion d'une étoile. Alors c'était bien vu, sauf que si une étoile explose, ce sera forcément violent. Tout ira vraiment à des vitesses très proches de la lumière. En gros, ça va être en nébuleuse planétaire ou en supernova. Donc, et dans ce cas, du coup, il y a fort à parier que la plupart de la matière va juste s'éloigner très vite à une vitesse proche de celle de la lumière et échapper au champ de pesanteur des deux étoiles.
Le double a quand même essayé de traiter des débris qui resteraient entre les deux étoiles et qui n'iraient pas du coup à des vitesses proches de celles de la lumière. Mais là on tombe sur un problème difficile, comme l'a très bien souligné le double, puisque on tombe sur le problème fameux des trois corps. En gros, Newton, quand il a développé ses équations de la théorie de la gravitation, il a commencé à résoudre le problème de deux planètes qui tournent l'une autour de l'autre, ça il savait faire. Mais quand il mettait une troisième planète dans le truc, il n'y arrivait plus, ça donnait des équations incroyablement difficiles, si difficiles que Newton a levé les mains en l'air puis par terre et s'est dit « Un mortel ne peut pas résoudre de telles équations, seul Dieu peut le faire ». Et donc, Dieu existe. Alors aujourd'hui, les scientifiques rejettent cet argument comme une preuve de l'existence de Dieu, évidemment, mais on n'a pas résolu le problème des trois corps, enfin on pense qu'en fait on ne peut pas le résoudre de façon satisfaisante. Ceci dit, il y a énormément de progrès qui ont été faits depuis Newton, avec des gens comme Laplace, Poincaré, Kolmogorov ou encore un certain Cédric Villani. Mais comme vous l'imaginez, là on rentre vraiment dans des trucs super compliqués qui dépassent de loin ce que j'attends de vous ou de moi dans un défilé. Je veux quand même souligner rapidement les conclusions de tous ces travaux sur la stabilité des systèmes, non seulement à trois corps, mais à plus de corps, comme par exemple le système solaire. Est-ce que le système solaire va rester stable, ou est-ce qu'il est possible qu'une planète finisse, par exemple emportée par la gravité de Jupiter, par être expulsée du système solaire? Des experts pensent que ce ne soit pas très probable dans le milliard d'années qui vont venir, ou jusqu'au moment de l'explosion du Soleil, quoi. En quelques milliards d'années, c'est pas possible. Mais en fait, il est assez probable ou crédible d'imaginer qu'une planète a déjà été expulsée de notre système solaire. Et ça répond à une question de Jonathan Klapsien. Est-ce qu'il est possible qu'une planète sorte d'un système solaire? Oui, c'est possible. Mais pour aujourd'hui, on va faire simple, et on va un peu complètement négliger tous les débris et supposer que il y a telle explosion, les débris sont partis tous à l'infini, et que toute cette masse a été perdue. Quid du coup de notre système binaire restant? Et ça, c'est vraiment la question que l'examinateur voulait que je me pose quand il m'a posé cette question à l'examen oral. Et en gros, il y a deux réponses possibles. Soit l'étoile et le cadavre de l'autre étoile continuent à orbiter l'une autour de l'autre, soit ils se disent bye bye et ils s'en vont s'éloigner jusqu'à l'infini. Et là, d'un côté, Fauda le Grand et le Double semblent penser que les étoiles vont continuer à orbiter, alors que Renaud Riff et Enguerrand de Gentil, eux, pensent qu'elles s'éloigneront à l'infini. Alors, qui a raison? Eh bien là, c'est le moment où il va falloir que je vous parle de Didier Mazal, qui est le grand vainqueur de ce défi-lé, même s'il n'a pas adressé la question que je voulais que vous adressiez. Didier s'est quand même posé une question intéressante, il y a répondu, et puis surtout il a corroboré ses affirmations par de merveilleuses simulations. Et la remarque que voulait faire Didier, c'est que le système binaire va se mettre en mouvement après l'explosion de l'étoile. C'est assez cool et surprenant, enfin c'est pas si intuitif. Si une des deux étoiles explose dans le système binaire, alors les deux étoiles, le cadavre restant et puis l'autre étoile, vont se mettre à se mouvoir dans une direction qui va être opposée à la direction du mouvement de l'étoile qui a explosé au moment où elle explosait. L'idée c'est que l'étoile qui n'a pas explosé va avoir beaucoup moins de force de gravité tout à coup sur elle, du coup il y a moins de force qui perturbe ce mouvement, du coup elle va aller en gros tout droit. Et puis le cadavre, lui, va continuer à être emporté par cette étoile et du coup, voilà, ça va partir. Et le plus génial, c'est que son intuition est parfaitement corroborée par les simulations telles qu'il les a faites et il me les a envoyées. Donc apprécier ces images ont été faites avec le logiciel Universe Sandbox. C'est trop joli. Quand j'ai vu ça, j'étais heureux, c'est trop beau. Alors avant l'explosion, on a un système binaire avec ces deux étoiles qui du coup tournent l'une autour de l'autre, ou plus exactement vont tourner sur des trajectoires elliptiques dans le référentiel de centre de masse, et où le centre de masse va être un foyer de ces ellipses. Ça c'est un exercice classique de physique en études supérieures, et je vous ai mis tous les détails des calculs sur mon blog. Et en gros, pour résoudre ce problème, vous avez besoin de trois quantités conservées, il suffit d'invoquer la conservation de la quantité de mouvement, la conservation de l'énergie et la conservation du moment angulaire. Et après, vous bidouillez ces calculs et vous devrez trouver le bon résultat, plus ou moins quelques astuces très à la Newton. Et là, j'en profite pour ouvrir une petite parenthèse relativiste. Si à la place des deux étoiles assez éloignées l'une de l'autre, on avait deux trous noirs, enfin deux trucs, ou deux étoiles à neutrons qui tournent et assez proches l'une de l'autre, à ce moment-là, les équations de la relativité générale feraient des prédictions distinctes de celles de la théorie newtonienne et nous diraient que ces trous noirs
se rapprocheraient l'un de l'autre en émettant des ondes gravitationnelles. Et ce sont de ces ondes gravitationnelles-là que parlent Florence Porcel et David Loapre, puisque ces ondes gravitationnelles ont récemment été détectées en février dernier. Et il s'agit d'une énième réfutation de la théorie newtonienne. Fin de la parenthèse relativiste. Essayons de calculer maintenant la vitesse du système binaire après l'explosion. Quelle est la vitesse qu'ils prennent tout d'un coup? Alors pour cela, on va invoquer la conservation de la quantité de mouvement. Donc si on appelle M1 et M2 les masses des deux étoiles, je vais appeler alpha la proportion de la masse conservée par le cadavre, et je vais appeler V1 la vitesse du cadavre au moment de l'explosion. Alors pour simplifier, j'ai supposé que l'explosion de l'étoile en supernova va être parfaitement symétrique. Bon, c'est pas le cas et en fait c'est très difficile, c'est un problème de recherche actuel de savoir comment calculer ou anticiper ou prédire ou comprendre, modéliser l'explosion d'une étoile en supernova. Mais j'ai eu l'autorisation de Sébastien Kerassou de supposer en première approximation que la supernova était parfaitement symétrique. Du coup, la vitesse moyenne des débris va être la même que la vitesse de l'étoile au moment de son explosion. Et la quantité de masse de ces débris totale va être tout ce qui a été perdu, c'est-à-dire 1 moins alpha fois M1. Et du coup, la quantité de mouvement emporté par les débris va être 1 moins alpha M1V1. Or, la quantité de mouvement du système binaire après explosion, ça va être la masse du système binaire après explosion, c'est-à-dire alpha M1 plus M2, fois la vitesse du système binaire. Donc j'appelais ça VG pour G pour centre de gravité. Et la conservation de la quantité de mouvement me dit que ces deux quantités doivent s'annuler et du coup elles sont égales. Et en particulier, VG est égal à 1 moins alpha fois M1 divisé par alpha M1 plus M2. Autrement dit, ce qui fait que votre système binaire va prendre beaucoup de vitesse, c'est 1. Le fait que les étoiles tournaient déjà très vite avant l'explosion, en particulier l'étoile 1. 2. Alpha est petit, c'est-à-dire la proportion de masse conservée par le cadavre est très petite. En gros, elle perd la quasi-totalité de sa masse. Et 3, le fait que l'étoile qui explose a une masse beaucoup plus grande que la masse de l'autre étoile. Tout ça, c'est déjà super cool, mais ça répond pas à la question qui m'avait été posée, ou plutôt que l'examinateur à cet oral de l'ENS voulait que je me pose, à savoir, est-ce que le système binaire va rester en orbite? Bien, dans la simulation de Didier, on voit que dans son cas, oui, les étoiles restent en orbite l'une autour de l'autre, ce qui est vachement joli, je trouve ça vraiment cool. Mais ce n'est qu'une simulation dans un cas particulier. Est-ce que ce sera tout le temps le cas? Et du coup, une fois que j'ai vu ces images et que j'avais ces questions en tête, je me suis bien sûr précipité sur Didier et je me suis mis à le harceler pour qu'il me sorte d'autres images dans d'autres cas pour voir si ces des étoiles pouvaient se séparer à l'infini. Et on a vu que oui, dans d'autres simulations, les deux étoiles s'éloignent à l'infini. Mais du coup, la question importante, c'est de savoir qu'est-ce qui va déterminer ça? Alors ce qui est vraiment cool, c'est que la réponse peut être déterminée par un unique calcul, celui de l'énergie. Alors l'énergie totale d'un système binaire, ça va être l'énergie cinétique de la première étoile, 1/2 de M1V1 au carré. Donc si on regarde après l'explosion, la masse de la première étoile, qui va être plutôt son cadavre, ça va être alpha M1, plus l'énergie cinétique de la deuxième étoile, qui va être 1/2 de M2V2 au carré, plus l'énergie potentielle de gravitation. C'est cette énergie qui lie les deux étoiles entre elles. Ça, c'est égal à moins G alpha M1 fois M2 divisé par la distance entre les deux que je vais appeler R. Alors ça, c'est l'énergie totale du système dans le référentiel du centre de masse avant explosion. Mais on a vu que le système binaire prenait une vitesse après explosion. Et du coup, en fait, pour vraiment calculer l'énergie qui va être pertinente à l'analyse qu'on va faire, il faut en fait calculer l'énergie du système dans le référentiel du centre de masse après explosion. Et ça, pour ça, il suffit en fait de modifier un petit peu cette équation et rajouter des termes VG aux bons endroits. VG, c'était la vitesse du système binaire. Et là, on a une expression de l'énergie totale du système dans son référentiel de centre de masse. Et alors, pourquoi est-ce que le calcul de l'énergie va nous permettre de déterminer si oui ou non les étoiles s'en vont à l'infini ou pas? Eh bien, ça vient du fait que l'énergie cinétique est forcément toujours positive. Et du coup, si l'énergie totale du système est négative, il y aura toujours ce terme de gravité qui devra être important. Il devra toujours avoir une valeur importante, ce qui veut dire que la distance entre les deux étoiles ne peut pas grandir à l'infini. Autrement dit, si l'énergie totale du système binaire dans son référentiel de centre de masse est négative, alors les deux étoiles vont rester en orbite l'une autour de l'autre. A l'inverse, si cette quantité est positive, c'est-à-dire que l'énergie cinétique domine l'énergie potentielle de pesanteur, et du coup les deux étoiles vont avoir tellement d'énergie cinétique qu'elles vont s'éloigner, et du coup si cette énergie est en fait supérieure ou égale à 0, alors les deux étoiles vont s'éloigner à l'infini.
Alors cette formule de l'énergie écrite comme ça, elle n'est pas très parlante, c'est difficile de l'interpréter. Du coup, il faut un peu la travailler pour faire dire des trucs un peu plus compréhensibles. Donc encore une fois, j'ai fait tous les calculs sur mon blog et je ne vais pas vous les expliquer dans cette vidéo. Mais j'obtiens après de longs calculs l'expression suivante. Donc l'énergie après explosion dans le référentiel de centre de masse du système binaire après explosion, c'est égal à alpha fois l'énergie du système binaire avant explosion dans le référentiel de centre de masse avant explosion, plus un terme un peu compliqué ici, dont on va pas mal parler, fois alpha fois l'énergie cinétique du système binaire avant explosion et dans le référentiel de masse avant explosion. Donc comme je l'ai dit, la destinée des deux étoiles l'une par rapport à l'autre va dépendre du signe de cette expression. Et donc les étoiles restent proches l'une de l'autre si et seulement si 1 moins alpha fois M1 divisé par alpha M1 plus M2 fois l'énergie cinétique avant est inférieure à l'opposé de l'énergie avant explosion. Donc l'énergie avant explosion, comme les étoiles tournaient bien l'une autour de l'autre, elle est forcément négative. Et du coup là on a bien un terme positif à droite. Et donc la réponse va dépendre vraiment de cette quantité à gauche ici. On peut donc la réinterpréter et conclure que les étoiles vont rester proches l'une autour de l'autre si, premièrement, elles étaient déjà suffisamment en orbite l'une autour de l'autre, c'est-à-dire que l'énergie initiale, le terme de droite, était déjà très négatif, et la composante de la pesanteur était très grande. Deuxièmement, la fraction de masse conservée alpha est grande. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder le cas limite. Si alpha est égal à 1, ça veut dire en fait qu'il n'y a pas eu d'explosion. Du coup, comme s'il n'y a pas d'explosion, les étoiles tournaient déjà avant, elles tourneront encore après. Si alpha est égal à 0, à l'inverse, il faut imaginer qu'à ce moment-là, il n'y a plus de force de gravité entre les deux. Et du coup, s'il n'y a plus de force de gravité, elles s'éloigneront à l'infini. Troisièmement, l'étoile qui explose a une masse faible par rapport à l'autre étoile. Et quatrièmement, les étoiles n'allaient pas vite au moment de l'explosion. Et là, grâce à Didier, on va pouvoir visualiser tout ça, en particulier les points 3 et 4 qui sont peut-être plus difficiles à comprendre. Alors dans la première vidéo que je vous avais montré tout à l'heure, on avait pris alpha à peu près égal à 10%, c'est-à-dire que 90% de la masse est perdue, quelque chose comme ça. Et les étoiles avaient à peu près la même masse et on a vu qu'elles restaient en orbite. Du coup, je lui ai demandé de regarder ce qui se passe si la masse de l'étoile qui explose est tout à coup beaucoup plus grande. Et donc la prédiction théorique dit que les étoiles devraient s'éloigner à l'infini. Regardons la vidéo. Et bien dans la vidéo, les deux étoiles vont en effet s'éloigner à l'infini. La prédiction 3 est confirmée. Enfin, pour tester la prédiction 4, ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi des orbites qui étaient vachement pas circulaires, donc des orbites assez elliptiques, et on a choisi de faire exploser les étoiles à un moment où elles étaient proches l'une de l'autre, donc à leur périhélie. Périhélie, les planètes vont très très vite. Et du coup, d'après la prédiction 4, elles ont plus de chances de s'éloigner à l'infini. Donc l'énergie cinétique à ce moment-là est vraiment très très grande, et donc le terme de gauche est beaucoup plus important. Et donc à ce moment-là, en effet, les étoiles vont à l'infini. Et à l'inverse, on a testé l'autre cas où l'étoile qui explose au moment où elle est le plus loin, c'est-à-dire à l'aphélie. Et sur cette simulation, on voit qu'à ce moment-là, les étoiles restent proches l'une autour de l'autre. Donc la prédiction 4 est confirmée. Et moi, je trouve ça juste trop beau. Sérieux, pour un théoricien, c'est vraiment le kiff. Quand vous faites une prédiction théorique après de longs calculs, vous partez de quelques principes fondamentaux très simples, conservation de la quantité de mouvement, conservation de l'énergie, et puis vous bidouillez vos équations, vous faites plein de calculs, très rapidement, on n'est plus sûr des calculs, on pense avoir fait une faute, on pense constamment avoir fait des fautes. Du coup, on arrive à une prédiction, mais on n'est pas à 100% sûr de cette prédiction. Et du coup, on va la tester avec des expériences ou des simulations. Et quand on voit qu'elles sont confirmées comme ça par l'observation ou par l'expérience, il y a un sentiment juste de devoir accompli, de choses. Enfin, c'est juste tellement beau, quoi. On a gribouillé des trucs sur une feuille de papier, on a fait une prédiction, et puis en fait, c'est la réalité. C'est très surprenant et c'est tellement beau, quoi. Et donc merci beaucoup Didier pour ces images fantastiques. Et puis généralement on voit tout l'intérêt de combiner la théorie et les simulations ou les expériences. Parce que la théorie c'est un truc très abstrait, très difficile, où on est obligé de simplifier énormément le monde, on fait beaucoup d'hypothèses simplificatrices. Et du coup on tire des conclusions, des prédictions qui sont très claires, très précises, mais qui sont peut-être trop loin d'une vraie réalité.
Du coup, on n'est jamais 100% sûr de la théorie et c'est important du coup de la confirmer par des simulations ou par des expériences. Mais à l'inverse, quand on fait des expériences ou des simulations, on peut étudier des domaines que la théorie a du mal à étudier parce que c'est des domaines trop compliqués. Mais le problème des simulations, c'est que c'est souvent des expériences, c'est-à-dire c'est des cas précis. C'est difficile à généraliser, quoi. Alors qu'une théorie, c'est très général, quoi. Et les deux vont vraiment ensemble, quoi, pour vraiment comprendre les sciences. Et j'espère que vous avez senti ce bonheur d'échanger entre la théorie et ici la simulation et la manière dont cette combinaison est incroyablement utile pour faire avancer les sciences en général. Donc encore une fois, merci beaucoup Didier, et puis merci à vous et à tous vos commentaires qui m'ont pas mal remué les méninges. Je me suis replongé dans toute cette physique de deuxième année de prépa, ça date, mais c'était vraiment cool de me replonger dedans. Merci beaucoup. Alors si à la base je vous ai posé ce problème, c'est pas si innocent. Ce raisonnement sur l'énergie est en fait très similaire à celui de Friedman pour déterminer la destinée de l'univers dont je vous ai parlé dans l'épisode de lundi, l'épisode 21. Alors en particulier, je vous avais montré cette équation-là qu'on appelle la première équation de Friedman et on peut la réarranger. Et là, je vais écrire en dessous l'équation de l'énergie totale d'un système binaire par exemple. Et là, vous remarquez qu'il y a quand même pas mal de similarités entre les deux, où la taille de l'univers A de t est remplacée par la distance entre les deux étoiles. Or, dans le deuxième cas, le cas qu'on a étudié dans cette vidéo, on a su déterminer la destinée des deux étoiles par le signe de cette expression de l'énergie. Et dans le cas de Friedman, l'équation appliquée à tout l'univers entier avec les équations de la relativité générale d'Einstein, la destinée de l'univers est encore déterminée par le terme de droite. Mais le terme de droite, cette fois, ce n'est pas une énergie, c'est une courbure de l'espace. Donc c'est vraiment amusant en fait que ces deux équations en fait sont les mêmes d'un point de vue mathématique et du coup les mathématiques derrière, la destinée de deux étoiles dont une a explosé ou la destinée de l'univers tout entier, finalement c'est à peu près les mêmes mathématiques. Waouh, c'était tellement plus complet que ce que je comptais faire. Je vous remercie, c'est grâce à vos commentaires qui ont été passionnants. Passons maintenant au défilé 4 qui va rebondir sur le commentaire de Pixel2934. La question est la suivante, je prends une bouteille d'eau, je vais dans un avion, je jette la bouteille d'eau du haut d'un avion. Où va l'eau? Est-ce que l'eau reste en bas? C'est la question à laquelle j'aimerais que vous réfléchissiez. Et vous pouvez négliger les frottements de l'air si vous voulez, mais vous pouvez aussi, ça m'intéresse pas mal d'avoir la réponse, s'il y a des frottements d'air, voire des courants d'air, est-ce que l'eau reste alors en bas? Puis question même bonus, imaginez que je mets un petit ballon d'hélium aussi à l'intérieur de cette bouteille. Vous imaginez qu'ici au sol, le ballon d'hélium va du coup monter et aller en haut. Est-ce que ce sera encore le cas quand la bouteille d'eau sera en chute libre et qu'il y aura du vent? Allez, je vous laisse réfléchir à tout ça, partagez la vidéo si vous avez aimé et mettez toutes vos idées de réponses dans les commentaires. Après quelques dernières convulsions, le Soleil va finir par éjecter ses couches de gaz externe de manière grandiose. Ce phénomène, on l'appelle la phase de nébuleuse planétaire.